Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 16, Floriane, une reconversion professionnelle à marche forcée, d'infirmière à créatrice en couture. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est le premier entretien que je vous propose dans le cadre de ce podcast. J'ai invité Floriane, créatrice d'accessoires féminins et gérante d'une boutique de créateurs à Nantes. Mais Floriane n'a pas toujours fait ce métier. Elle a dû se reconvertir un peu à marche forcée. Dans cet épisode, on aborde le thème de la reconversion professionnelle et le deuil qui l'accompagne, le passage du salariat à l'entrepreneuriat, l'organisation du temps de travail, mais on parle aussi de ce qui anime Floriane profondément, ses valeurs et comment elle a trouvé la ressource pour surmonter ces événements de vie. Alors c'est parti, bonne écoute! Bonjour Floriane. Bonjour Stéphane. Merci de venir sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée sur le podcast pour que tu nous parles de ta reconversion professionnelle. Et on peut parler, je pense, de reconversion un peu forcée ou obligée suite à un accident. On va voir tout ça ensemble pendant l'épisode. Est-ce que tu peux d'abord te présenter ? Ouais, donc moi c'est Floriane, j'ai 38 ans et donc effectivement j'ai une reconversion forcée. J'étais infirmière avant et donc ça fait 5 ans maintenant que j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle La Rêverie de Flo. Je suis créatrice d'accessoires plutôt pour femmes, un petit peu tout type d'accessoires et en parallèle je co-gère une boutique de créateurs. Donc double casquette. Ouais, voilà, 2 entreprises. 2 entreprises en même temps que tu gères toute seule ? Alors la Rêverie de Flo je gère toute seule et la boutique de créateurs c'est le Flamand Bleu et là je co-gère avec une copine, Héloïse. Ok. Et au niveau de la répartition de ton temps, est-ce que tu saurais dire à peu près combien de temps ça fait en pourcentage entre ton activité artisanale et la gérance Ouais, c'est assez dur à dire. Je dirais peut-être quand même 75% la rêverie et puis 25% la boutique. Ok. Parce que dans la boutique, du coup, ça veut dire être présente pour vendre, j'imagine, dans la boutique. Exactement. Donc tout ce qui est charge administrative, tout ce qui est comptabilité, gestion des créateurs, temps de présence aussi pour accueillir les clients. Mais voilà, toute la charge mentale d'une entreprise et de la boutique à côté, ouais. Gérer des créateurs, ça doit pas être simple aussi ? Ouais, ouais. On en a 35, donc 35 créateurs ? Ouais. Ok, ouais. donc c'est quand même énorme. Oui, d'accord. Sacrée gestion. Donc en fait, toi, t'es passée finalement d'un boulot salarié à de l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Vraiment de l'un à l'autre, sans transition. Sans transition. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu chronologiquement déjà sur qui tu étais enfant ? Est-ce que toi, t'étais du genre plutôt bon élève ? Ou alors est-ce que t'étais... franchement, t'aimais pas l'école ? Comment ça se passait pour toi ? Plutôt bon élève et il valait mieux. J'avais des parents qui étaient plutôt derrière nous, vraiment à nous pousser, à donner toujours le meilleur en fait. Vraiment de se dire, il faut être bon à l'école, ça t'ouvre les portes à tout. Donc c'était vraiment une scolarité, on va dire, classique, facile. Je suis devenue infirmière, j'ai eu mon concours, je suis devenue infirmière, je travaillais pendant 10 ans. Et j'imaginais, déjà pendant mes dernières années où j'étais infirmière, je commençais déjà à beaucoup créer. Et j'imaginais, je me disais que c'était plutôt un rêve. Je le voyais comme un rêve en me disant pourquoi pas un jour, imaginons, pouvoir ouvrir une boutique, un salon de thé, enfin vraiment un petit coin cosy ou avoir mon entreprise. Mais ça me paraissait irréaliste. Donc ça, c'était pendant que tu étais infirmière, c'était pas avant. Non. Avant, tu n'avais pas cette idée-là, hein ? Non. Mais j'ai toujours créé. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé fabriquer et j'ai découvert l'art-thérapie pendant un stage de psychiatrie. Donc en addictologie, où c'était beaucoup utilisé pour les patients, pour redonner confiance en soi. Et moi, à ce moment-là, j'étais ultra stressée. J'ai toujours été de nature stressée. Donc j'ai utilisé l'art-thérapie pour moi, finalement. Donc c'était ma petite thérapie. Je faisais des bijoux, je faisais des petites choses de déco, je faisais tout un tas de choses. Mais de le professionnaliser, ça me paraissait irréaliste. Irréaliste parce que t'avais pas confiance en toi ou parce que ça te paraissait impossible de gagner sa vie comme ça ? Ouais, ça me paraissait impossible. J'avais l'impression que c'était pas un métier. Dans ma tête, ça restait un rêve, quelque chose qui restait sur de l'ordre du loisir, mais qui serait pas concrétisable professionnellement parlant en fait. Un truc qui est pas suffisamment sérieux quoi. Un peu. Ouais, c'est ça. Je le voyais pas comme ça. Et puis finalement. C'est des collègues qui ont commencé à me dire « Ah, mais c'est joli ce que tu fais, pourquoi tu le vendrais pas ?» Donc c'est parti un peu de là, donc je me suis dit « Tiens, effectivement, ça peut plaire. » C'est possible. Ouais, c'est possible, voilà. Et puis après, quelques petits marchés de Noël,
Et puis je me suis dit, tiens, si j'ouvrais mon entreprise, mais en diminuant mon temps salarié, mais en gardant mon métier, que j'adorais, hein, mais en gardant mon métier, et bon, ça n'a pas été possible, donc ça s'est fait vraiment, pour ça que je dis sans transition, mais c'était un but, mais en me disant... je le ferais pour le fun, mais de manière quand même légale, on va dire. C'était mon idée, et puis du coup, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. Donc toi, dans ta famille, finalement, la valeur travail, c'était quelque chose de très important, dans ce que je comprends. Ouais, très très important. Tes parents, ils faisaient quoi comme travail ? Alors mon père était militaire, et ma mère était secrétaire médicale, et après elle a arrêté de travailler quand je suis née, puisqu'on bougeait beaucoup, on déménageait tous les 2 ans avec mon père. Donc voilà, garder un travail c'était difficile. Mon père partait beaucoup en opération extérieure, donc partait 6 mois, 9 mois. Donc avoir un travail et une vie de famille, enfin gérer les enfants quand on est loin de sa famille, loin de tout, c'est compliqué pour les femmes de militaires. Donc du coup, ma mère a arrêté de travailler à ce moment-là. Elle a repris à travailler plus tard quand on a été plus grand. Mais on a été un peu ballottés toute notre enfance, adolescence, comme ça. Sur la valeur travail, ça vient plutôt de ton père, de ta mère, des deux en fait ? Ça vient d'où ? Les deux. C'était terrible. Donc beaucoup de pression au niveau scolaire, quoi. Énorme. Et que sur toi, ou alors parce que t'as une sœur aussi ? Ouais, j'ai une grande sœur qui a juste 15 mois de plus que moi, et un petit frère. Un petit frère qui a 6 ans de moins. C'était beaucoup sur nous, sur les filles plutôt. Ma mère, elle nous disait toujours qu'il fallait pas qu'on dépende d'un homme, par exemple. Ah ok. Donc voilà. Donc une forte valeur d'indépendance. Ouais, en fait. ouais. Et du coup, donc ma grand-mère maternelle, elle venait d'une famille vraiment elle vivait complètement dans la forêt. Enfin, c'était vraiment une famille, je vais pas dire paysanne, mais ils vivaient pas du tout dans la ville. Ils vivaient dans une petite maison au plein cœur de la forêt. Et ma grand-mère est devenue banquière. Donc il y avait déjà une forte valeur du travail, mais d'une indépendance féminine aussi. D'accord. Ma grand-mère, elle a eu des enfants tard, elle s'est mariée tard. Et moi, quand j'ai eu ma première fille, j'avais 25 ans. Et en fait, elle m'a dit, mais t'es beaucoup trop jeune, c'est important de privilégier son travail avant d'avoir des enfants. Ah, donc pour ça, c'était ta grand-mère. C'était ma grand-mère aussi, le travail, c'était vraiment important. D'accord, mais comme soutien de l'indépendance, finalement. Oui. Ouais, okay. Vraiment pour avoir une indépendance et pouvoir, entre guillemets, bien travailler à l'école pour pouvoir aussi faire ce qu'on veut dans la vie. C'était aussi le but de mes parents, c'était de dire travaillez bien pour pouvoir avoir toutes les portes ouvertes et ensuite faire ce que vous voulez, peu importe ce que vous voulez faire, mais laissez-vous cette possibilité-là en travaillant bien au niveau scolaire pendant votre scolarité pour pouvoir après faire ce que vous voulez de votre vie. Oui, donc c'était en fait vous permettre d'avoir les meilleures ouvertures devant vous, les meilleures portes qui s'ouvrent, mais c'était pas forcément tu vas faire tel métier qui est super... Non, c'était pas porté sur un métier, c'était plus vraiment donnez-vous les moyens en fait. Mon père il disait l'échec n'est pas envisageable. L'échec n'est pas envisageable ? Ouais. Ça met la pression ça, hein ? Ouais. C'était vraiment tu fais quelque chose, tu le fais bien. Tu ne peux pas échouer en fait. C'était. Ah ok, alors ça c'est différent, c'est que si tu le fais finalement, même s'il y a un échec, c'est pas grave, tu l'as fait. C'était quand même. Il fallait vraiment se donner tous les moyens pour ne pas échouer. C'était vraiment l'échec, c'était un échec quoi. C'était pas t'échoues, tu grandis, tu apprends. C'était tu t'es planté. Ah oui ok, donc vraiment de la pression là. Ouais. Au niveau des valeurs vraiment d'indépendance, parce qu'on entend souvent que dans l'entrepreneuriat, finalement, on se lance parce qu'on recherche la liberté, l'indépendance, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'animait quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? Non, ou pas du tout ? Pas du tout. C'était même la perte totale de repères. Parce que finalement, quand on est salarié, on nous dit à quelle heure il faut commencer, à quelle heure on termine. Enfin, moi, j'étais infirmière, j'avais mes patients à m'occuper, je savais qu'est-ce que j'allais faire de ma journée, j'avais un responsable au-dessus de moi si jamais j'avais un problème avec un patient, avec des collègues. Enfin, on a toujours un responsable au-dessus de nous, il y a des ordres aussi à suivre, c'est le deal aussi. Et là, on se retrouve d'un coup, on a toute la liberté. Mais en fait, c'est difficile aussi de canaliser cette liberté quand on n'a plus de mur et qu'on est seul maître à bord. Il faut trouver la ressource aussi pour se lever chaque matin et se dire aujourd'hui, je vais travailler, même s'il n'y a personne derrière moi qui va me dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est difficile aussi au début de trouver ses repères en étant tout seul. Il faut refaire un cadre de travail. Ouais, c'est ça. Comment t'as fait pour te refaire ce cadre de travail ? Avec le temps, alors au début, j'ai beaucoup travaillé. Ça a été mon mari aussi qui a été un énorme soutien parce que du coup, mes filles même ne comprenaient pas que c'était mon travail. Elle me disait mais pourquoi t'es encore à la maison ? Oui, parce que du coup tu travaillais de la maison. Je travaillais de la maison, donc c'était difficile même pour mes filles. Et donc c'est mon mari qui finalement leur a dit non en fait maman elle va pas aller vous chercher tous les midis à l'école parce qu'elle travaille. Donc c'est comme avant en fait, sauf qu'elle travaille à la maison, mais elle travaille. Au début j'avais vraiment du mal à poser des limites, donc ça a été vraiment
va dire, une réorganisation familiale. Et donc là, en fait, toi, ton mari, il était soutenant. Et ta famille, finalement, donc tes parents, ton frère, ta sœur, eux, ils le voyaient vraiment aussi comme un travail, ou ils se disaient, oh là là, elle se lance dans un truc de loisir, ça va pas marcher. Mes parents, ça a été super dur. En plus, c'est vrai que comme c'était pas ma volonté d'arrêter, c'était un arrêt de travail, j'étais licenciée pour inaptitude de poste. Mon père m'a dit mais tant pis, reprends tes études, deviens cadre, c'est pas grave, tu peux plus physiquement mais t'as toujours ta tête. Donc du coup tu vas reprendre tes études, tu vas faire un DU, tu vas devenir... Enfin voilà, c'était vraiment à fond dans le il faut continuer, on s'arrête pas en fait, on peut pas lâcher, on va pas se morfondre, il faut rebondir tout de suite. Et ma mère me disait tu fais un burn-out, c'est à la mode... prends le temps, mais tu vas revenir. Et non, c'est pas un burn-out, j'ai pas envie de revenir physiquement, là je suis allée au bout. Et mes parents le voyaient pas du tout comme un métier. Au début, ils voyaient vraiment ça comme un passe-temps, donc ça a été... J'ai eu l'impression de les décevoir, vraiment. Ça a été très très dur et c'est vraiment ça qui m'a le plus... qui a été le plus difficile au début, ça a été le regard des autres en fait. Le regard sur la perte d'un statut social finalement. J'avais perdu mon emploi, j'avais perdu un statut social aussi, et on me disait tu fais quoi dans la vie ? Bah je savais même pas quoi répondre. Sur les fiches de rentrée scolaire, je savais même pas quel métier mettre en fait. J'étais en totale perte de repères, donc ça a été difficile au début. Et puis finalement, après, mes parents, quand ils ont vu que je me mettais vraiment à fond dedans, je pense que ça a été ça aussi. Ça a été de voir que tu le faisais sérieusement. Je le faisais sérieusement. Voilà, c'était vraiment pas un passe-temps, je me suis mise à bosser sérieusement. Et là, j'ai eu vraiment leur soutien total. Ah oui, donc ça a switché comme ça du jour au lendemain, en fait, quand ils ont vu que tu continuais et que tu faisais les choses correctement, sérieusement, avec rigueur. C'est ça. Et que je changeais pas d'avis et que, j'avais vraiment des projets sur ce développement-là. J'ai repris la boutique. Donc j'avais vraiment un projet sur du long terme, c'était pas un projet à court terme. Et là, du coup, oui, ça a été, ils ont été hyper soutenants. Pareil pour mes amis. Je crois que mes amis, c'est eux qui ont le plus vite compris, qui m'ont dit tout de suite, mais tente. Et puis au pire, ça marche pas. Bah, tu peux toujours redevenir infirmière ailleurs, comme tu veux, ou faire toute autre chose. Mais rien ne t'empêche de tenter. Mais moi, j'avais toujours en tête ouais, mais si je tente, il faut que je réussisse. J'ai pas le choix. Ça te lâchait pas, quoi. Ça me lâchait pas. Ok. Et tu dirais que t'as réussi aujourd'hui ? Ouais, franchement, maintenant ça fait 5 ans. J'arrive à définir mon métier. Donc déjà, c'est pas mal. On a vraiment un rythme. Non, franchement, je pense que maintenant, je peux dire que c'est une reconversion réussie. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Alors, pourquoi il y a eu un switch comme ça entre vraiment ton travail d'infirmière et puis après l'artisanat ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors du coup, moi, j'ai des problèmes de dos depuis que je suis enfant. J'ai été opérée du dos, donc j'ai eu une grosse opération. Donc des douleurs depuis mes 15 ans. Donc c'était, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'infirmière, mais ça a été 10 ans où vraiment physiquement ça a été difficile. 2 grossesses difficiles, j'ai dû être réopérée du dos. Donc ça fait déjà 2 ans finalement qu'on commençait à me dire va falloir envisager la suite. C'était la médecine du travail par exemple ? La médecine du travail. Ouais, médecine du travail, mon médecin généraliste. Et à la reprise de ma deuxième, enfin j'ai pris 1 an en fait de congé parental à la suite de ma deuxième grossesse, parce que je sentais que physiquement ça allait être difficile. J'ai repris à 80% pendant 1 an. J'ai prévenu les DRH que ce serait difficile de repasser à 100%, et en fait ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je reprenne à 100%, que mon 80 parental se terminait. Et j'ai tenu 8 mois. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est ta scoliose qui a évolué en fait et puis qui est devenue incompatible avec ton métier d'infirmière finalement. C'est plus les douleurs et après j'ai eu une déchirure musculaire. Ah oui. Et, quand on fait une arthrodèse, on met des tiges qui tiennent le dos en place, grosso modo. Et moi j'avais une tige qui était cassée, donc j'avais été repérée, mais j'avais des muscles qui avaient été très abîmés par cette tige qui était cassée et qui m'avait griffé entre guillemets les muscles. Du coup j'ai forcé un jour au travail un peu trop et j'ai senti du coup vraiment un déchirement dans mon dos. Et là, en fait, mon médecin m'a tout de suite dit il n'y aura pas de reprise. Il m'a dit là, vous avez été trop loin. Je peux quasiment vous garantir que vous ne reprendrez pas. Oui, donc il y a eu quand même un moment là où du coup, il y a eu un avant et un après. Ouais. Et là, ça a été le choc. Le choc parce que ça faisait 2 ans qu'il me disait va falloir ralentir, que j'essayais de ralentir, puisque j'avais pris ce temps-là après ma deuxième grossesse, que j'étais à 80% depuis 2 ans, et que j'avais essayé de prévenir que ça allait être difficile, que j'étais dans un service adapté, j'étais en consultation, j'étais plus en hospitalisation, donc je forçais déjà moins sur mon dos. Enfin, j'avais mis tout en place pour vraiment que ça se passe au mieux. Oui, parce que toi, tu voulais continuer dans ce métier, en fait. Tu t'y plaisais. Ah ouais, je m'y plaisais vraiment, je voulais vraiment continuer.
Et du coup, le choc, parce que de se dire, c'est pas mon choix, je me suis pas écoutée avant. Et puis de s'en vouloir, en fait, de me dire, en fait, je me suis pas écoutée. Ça faisait quelques mois que mon médecin voulait m'arrêter et je voulais pas. Il y avait des gros projets qui se faisaient et je voulais être présente. Donc, j'ai pas voulu prendre d'arrêt avant. Puis, j'avais un aménagement de poste qui était en train de se faire, tout ça pour justement je force moins. Donc, je voulais être là. Voilà, je voulais être là, je voulais montrer que je pouvais encore être là. Vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de toi ? Des autres. Ouais, des autres. Ça a toujours été le regard des autres qui est compliqué quand on a finalement un handicap, en fait. Hein. C'est un handicap invisible, la douleur, mais ça se voit pas. Donc, en fait, les gens vont pas le deviner simplement en nous regardant. Donc, en fait, on a toujours l'impression qu'il faut se dépasser pour être toujours au même niveau que les autres, en fait. Faut faire 2 fois plus pour être considéré de la même manière, quoi. C'est ça. Mes parents m'ont élevée aussi comme ça, en vraiment dans l'idée qu'il fallait que je fasse plus pour montrer que je pouvais faire autant. C'était dans l'idée de... mon père, il me disait, t'as pas les jambes, mais t'as la tête. Il me disait, tu pourras pas faire tout ce que tu veux dans la vie, puisque tu seras limité par tes problèmes de dos, par tes douleurs. Par contre, t'as la tête. Tu pourras faire tout ce que tu veux d'intellectuel, mais ça va te demander peut-être physiquement de travailler plus que les autres pour montrer que t'es aussi capable. Et donc, pendant toute ma carrière, j'essayais de pallier à ça et de pas montrer que j'étais plus faible. Donc, heureusement, j'avais des collègues formidables, mais à un moment donné, c'était plus possible, quoi. Ouais, donc t'as quand même été élevée à la dure, quoi, on peut dire. Enfin, on pleurait pas sur soi, quoi. On se disait pas, ça va aller, ma petite Flo, va te reposer. C'était pas ça, quoi. C'était vas-y. Non, c'était regarde ailleurs, ouvre les yeux, regarde le monde et il y a pire que nous. Mais en même temps, c'est vrai, c'est la vie qu'on a vécue aussi. Hein. Moi, quand j'avais 6 ans, on vivait à Djibouti, donc en Afrique, en pleine guerre de Somalie. Donc, des enfants qui mouraient de faim, on les voyait. Enfin, voilà. Donc, oui, du coup, l'idée de il y a pire que soi, c'était une réalité. C'était une réalité. Donc, oui, le dépassement, de se dire que c'est sûr que dans la vie, on n'a rien sans rien. Enfin, c'est une réalité aussi. Mais mes parents nous le disaient. Et ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes filles ? Non, j'essaie d'être quand même un peu plus cool. Ouais, j'essaie d'être un peu plus modérée. De dire que il faut faire de son mieux. En fait, moi, je leur dis plutôt, faut pas regretter. C'est-à-dire de se dire, est-ce que t'as fait de ton mieux ? Si t'as fait de ton mieux, que t'as pas réussi, t'as réussi, en fait. C'est que, voilà, t'as été au maximum de ce que toi, tu peux faire, de ce que toi, tu peux donner. Il n'y a pas de regret à avoir. Par contre, si t'as pas fait de ton mieux et que t'as pas réussi, là, tu peux avoir des regrets de dire, j'aurais pu faire plus. Mais si t'as déjà fait le max de ce que tu peux faire, il n'y a pas de regret à avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas grandi. Ça a été plus mon petit développement personnel qui s'est fait au fur et à mesure des années, qui fait que maintenant je vois la vie comme ça, mais c'est pas comme ça que je voyais la vie avant. Qu'est-ce qui a fait évoluer ta vision des choses ? Mes enfants. Quand je suis devenue maman, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vraiment compris pourquoi mes parents avaient été... je vais pas dire aussi durs, parce que aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Quand j'étais enfant, je les trouvais trop durs. Et maintenant, je me dis, je comprends pourquoi ils ont été comme ça. Mais quand je suis devenue maman, j'ai compris plein de choses. J'ai vraiment ouvert les yeux sur la vie. Ça a été un petit choc, une petite claque. Ouais. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de cette vie-là, d'une telle pression quand elles grandissaient. Et puis maintenant, elles sont beaucoup plus grandes. Moi, j'ai des filles de 12 ans et 9 ans. J'ai 2 très sensibles. Donc, forcément, quand on a des enfants sensibles, on est un peu plus mesuré dans ce qu'on peut dire. Parce qu'on voit bien que pour développer la confiance en soi, c'est important aussi ce que les parents vont dire. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué, moi, quand j'étais enfant. C'est justement cette dureté, qui n'est pas de réglette, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Mais, pas de nuance, tu veux dire ? Ouais, qui avait pas vraiment de nuance. J'avais l'impression qu'il fallait toujours être à fond, toujours plus, toujours mieux. C'était jamais assez. Enfin, t'es arrivé là, faut faire encore mieux, faut faire encore mieux. Et en fait, c'était jamais mieux, en fait. Et du coup, c'était une pression permanente que j'avais enfant et que je me suis mise et que je me mets encore toute seule, voilà. Mais j'avais pas envie de ça pour mes enfants. Je me suis vraiment dit qu'on pouvait faire autrement, avoir d'aussi bons résultats, mais en étant beaucoup plus dans la bienveillance, dans le cocooning un petit peu, mais sans non plus tout excuser, mais plus nuancer la vie, en fait. Tu t'es rendu compte que l'attitude et les paroles que tu pouvais avoir pouvaient fortement impacter finalement tes filles et dans l'instant et dans leur vie d'adulte, finalement. Exactement. En amenant plus de douceur à mes enfants, après je réfléchissais en me disant, mais tu te rends compte de ce que tu leur dis ? Mais tu ne l'appliques pas à toi. Donc, sois plus douce avec toi. Enfin, montre-leur l'exemple, en fait. Parce que, dans le prendre soin de soi. Voilà, dans le prendre soin de soi. Si on dit, je sais pas, si on dit, oui, là, t'as fait ton mieux, c'est super, et que de l'autre côté, elle m'entendait dire, ah, c'est nul, de toute façon, j'arrive à rien, et m'auto-flageller, en fait, on donne pas l'exemple. Bon, ça m'a appris aussi à
à être un peu plus mesurée, à me faire un peu plus confiance, à me dire aussi que je pouvais être capable. Après, les résultats font que la confiance, elle vient aussi avec. Quand on commence à réussir, on se dit « Ah tiens, ça marche », on lâche un petit peu, on se dit « Ah, je me sens mieux, je me sens moins stressée ». Donc hop, on lâche encore un petit peu, puis c'est vraiment petit bout par petit bout. Hein. Là, tu parles de la réussite professionnelle ou plutôt dans le cadre personnel? Les deux. Je trouve que les deux vont de pair. Je pense que si on est bien dans son métier, on est bien dans sa vie perso, et l'inverse est aussi valable. Et je pense d'autant plus quand on travaille à son compte et qu'on travaille de chez soi. Bah oui, parce que là, si ça va pas, du coup, tu passes tes journées à te morfondre et à Voilà, déprimer, quoi. c'est ça. Et en plus, quand t'es entrepreneur, encore une fois, t'as pas de collègues, t'as pas de patron. Si t'es pas bien, y a personne qui va te dire allez hop, faut travailler, quoi. Ouais. Donc, faut trouver la ressource en soi, quoi. Et alors, tout à l'heure, tu parlais de la culpabilité que tu ressentais par rapport à tes collègues. Quand là, le médecin du travail, il dit, bon bah là, en fait, ou c'est ton médecin généraliste, je sais plus, mais il te dit, bon bah là, c'est mort, il y aura pas de retour vers ce métier. Comment toi tu vis ça, en fait? Comment tu traverses ça? Dur, très très dur. Ouais, à ce moment-là, du coup, ma mère me disait que je faisais un burn-out. Donc, je suis allée voir une psychologue en me disant, je suis pas bien, effectivement, je pleurais, vraiment submergée par les émotions. Ah, c'est un choc. Elle m'a dit, en fait, non, c'est pas un burn-out, vous êtes en deuil. Voilà, vous faites le deuil de votre carrière, en fait. Donc, il faut maintenant vous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Et là, reclaque, et oui, qui je suis et qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Parce que j'étais tellement définie par je suis maman de, je suis infirmière, je suis ci, je suis ça, mais en fait, au fond, c'est qui Floriane? Bah, je savais pas. Donc, ça a été vraiment de réapprendre, en fait, qu'est-ce que je voulais faire, vraiment, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Parce que j'avais une deuxième vie qui s'ouvrait. De se dire, je peux plus être infirmière, mais je peux faire tout ce que je veux. Et ça, tu l'as vu tout de suite? Parce qu'en général, quand on est un peu sous le choc, on n'est pas bien, on est triste, on est en deuil, en fait, on n'arrive pas à voir l'après. Ouais, ça a été... Bah, finalement, comme pendant le temps de mon arrêt, au fur et à mesure que les médecins du travail et que mon médecin généraliste me disait on va prolonger, mais voilà... Ils ont préparé un peu le terrain en me disant ça va être difficile, ou alors il va falloir vraiment un long arrêt et après on verra. Ça m'a laissé le temps de cogiter. Et finalement, ma thérapie, ça a été la couture. En fait, je cousais le temps, je faisais des petites sessions de couture et ça me faisait du bien. Pendant ton arrêt de travail, du coup, tu mon arrêt de commençais travail. D'accord. Ouais, pendant mon arrêt de travail. Et c'était vraiment ma thérapie. Et là, je me disais, je me sens bien, ça me fait du bien. Parce que pendant que j'étais en train de coudre, j'étais pas en train de cogiter à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et qui je suis, et qu'est-ce que et plus tard, T'étais à ta place, quoi. J'étais à ma place, et donc du coup je me suis dit, ah bah peut-être que... Et c'est là où j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux reprendre infirmière? Ouvre ton entreprise, tente, et puis tu verras bien. Et laisse-toi le temps de te remettre. Et donc je me suis dit au début, je prends le temps de me remettre physiquement, je prends le licenciement, voilà, j'ouvre l'entreprise, je teste, je verrai bien, je me mets pas trop de pression et on verra bien. Et au pire, je reprendrai un travail si vraiment ça va pas, mais je prends le temps vraiment de me remettre physiquement. Donc finalement, ça a été un cheminement qui s'est fait quand même sur... j'ai été arrêtée en novembre, j'ai été officiellement licenciée en septembre d'après, donc tu vois, il y a quasiment un an entre le moment de mon arrêt et vraiment mon licenciement. Parce que le temps qu'ils essayent de me trouver un poste adapté, il y a eu quelques mois qui se sont écoulés. Mais il y avait quasiment du coup un an. Oui, parce qu'ils ont d'abord essayé de faire un reclassement professionnel, quoi, ouais, c'est ça, dans l'administratif ou quelque chose comme ça. Voilà, mais j'avais trop de restrictions de posture, de gestes, donc c'était trop compliqué. Voilà, on vous propose du coup le licenciement. D'accord. Alors tu dis je me suis pas mis la pression, donc là tu faisais référence aussi à tout ton vécu et valeur de tes parents, la valeur travail qui était forte, mais j'imagine qu'il y avait aussi une pression financière quand même quand on s'arrête comme ça. Alors pendant tout le temps de mon arrêt, j'avais une très bonne prévoyance, donc j'ai pas perdu en revenus. Après le temps qu'ils me trouvent un poste, l'entreprise doit reprendre à payer en fait dès l'instant où on a un licenciement, qu'on a le médecin du travail qui vous met inapte à votre poste. Du coup, vous pouvez pas reprendre votre poste et à partir de cette date, l'entreprise a 1 mois en fait pour vous trouver un poste adapté. S'ils le trouvent pas, ils peuvent prolonger ce délai-là, mais ils doivent reprendre à vous payer. Ou alors, il y a le licenciement qui s'enclenche. Moi, ils ont choisi de prolonger ce temps-là pour pouvoir me trouver un poste. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment été très honnêtes.
Donc finalement, pendant ce temps-là, j'avais pas de perte financière. Après, du coup, comme j'étais licenciée, j'ai eu le chômage. Donc grâce au chômage aussi, ça m'a permis de ne pas avoir de pression financière sur le démarrage de mon entreprise, puisque j'avais le chômage en cumulé à mon entreprise. Ok, donc ça permettait quand même de commencer plus serein. Ouais, parce que honnêtement, sinon ça aurait été beaucoup plus de pression, parce que en démarrage d'entreprise, l'argent ne rentre pas tout seul, il y a beaucoup d'argent à sortir pour l'investissement, matériel, tout ça. Donc oui, c'est sûr que si c'est pas prévu et qu'on n'a pas mis de l'argent de côté en prévision d'une ouverture d'entreprise, c'est sûr que le démarrage, il est un peu hard, ouais. Surtout qu'une entreprise, ça donne pas tout de suite, quoi. En général, on dit il faut 2-3 ans pour commencer à être un petit peu rentable, et puis c'est pas des sommes faramineuses au début, quoi. Ouais. Donc, mais du coup, moi, en faisant comme ça, j'ai pu profiter du chômage pendant 3 ans, puisqu'en fait, moi, comme j'avais ouvert mon entreprise, je sais plus avant ou après, enfin... Tu vois, j'avais pas la totalité de mes droits au chômage qui m'étaient versés, c'était en fonction des revenus de mon entreprise. Donc j'ai pu prolonger comme ça mes droits au chômage pendant 3 ans. Donc ça m'a fait mon petit complément, ce qui m'a permis quand même d'être plus sereine financièrement. Et après, on en revient au fait que c'est un choix familial. Donc c'est la vie de famille qui change, perte de revenus forcément, mais du coup ça engage le couple, ça engage la famille, donc c'est des choix... Oui, c'était avec ton mari, tu disais ok, c'est un contrat entre nous, moi j'essaye cette voie-là, et puis après... On voit quoi. Ouais. Tu t'étais fixé un délai pour essayer, ou tu t'étais dit au bout d'1 an, si ça marche pas, si ça décolle pas, j'arrête, ou alors pas du tout? Eh ben étonnamment, je m'étais pas mise de pression de temps. Ouais. Mais vraiment étonnamment, hein, mais... parce que dans ma tête, c'était vraiment tant que j'y prends du plaisir, je vais continuer. Tant que financièrement c'est faisable, je vais continuer. Par contre, effectivement, moi dès la première année, j'étais en bénéfice. Donc je pense que ça a aidé aussi. Je pense que si par contre j'avais vraiment fait un gros flop de démarrage, je suis pas sûre que mon mental aurait suivi. Je serais retombée dans ma spirale de l'échec on peut pas échouer, c'est trop dur, et j'aurais arrêté. Là, ça a marché. Donc ça m'a encouragée à continuer. Du coup, j'étais pas dans l'échec, j'étais dans un truc nouveau, j'avais plein de choses à apprendre, j'ai découvert plein de choses. Et en fait, ça a été salvateur. C'est ce qui m'a motivée à continuer, en faisant attention à mon dos. Et comme ça fonctionnait, que je pense que mes parents me voyaient épanouie, mes amis me voyaient épanouie, ma belle famille me voyait épanouie, tout le monde était là à me soutenir, à dire c'est cool, c'est chouette, vas-y, continue, c'est beau ce que tu fais. Enfin, et du coup, ça a été hyper porteur. Et quand tu dis que tu as été bénéficiaire dès la première année, c'est que tu vendais sur des marchés, ou alors tu avais intégré des boutiques déjà? Parce que là, tu n'étais pas encore gérante du Flamand Bleu. Hein. Alors, je suis devenue gérante du Flamand Bleu début 2020, 1 an après l'ouverture de mon entreprise. Ah oui, donc rapidement quand même. Ouais, et en fait, c'est ça aussi qui m'a aidée. Dès que j'ai ouvert mon entreprise, je suis tout de suite rentrée en tant que créatrice à vendre au Flamand Bleu. Donc, ça a été ma première expérience de vente en boutique, en dépôt-vente. Et ça a bien fonctionné, donc ça m'a donné des ailes aussi pour continuer. Je faisais pas beaucoup de marchés parce que physiquement c'était vraiment trop difficile, donc c'était un peu plus de vente en boutique, pas mal de bouche à oreille, et puis finalement les choses se sont fait petit à petit comme ça, et ça a pris. Là c'est beaucoup de vente en boutique, un peu de vente en ligne, un peu de marché aussi, mais pas trop parce que c'est toujours le même problème, physiquement c'est compliqué, mais voilà, du coup c'est un mix un peu de tout ça, donc beaucoup de gestion pour gérer tous les points de vente, mais ça se fait. Aujourd'hui, t'as combien de points de vente? Alors en ce moment, j'en ai 8. 8 points de vente, ok, donc c'est pas mal de gestion. Il y a 8 boutiques qui vendent pour moi. C'est beaucoup de gestion. Beaucoup de gestion de stock pour être partout. Beaucoup de gestion parce que des fois, tout le monde demande en même temps. Donc c'est beaucoup de travail d'organisation. On vend comme ça, il y a la vente directe. Tu parlais de vente par ton site internet aussi, donc il y a toute la communication. Parce que ça prend du temps aussi, puis il faut apprendre, parce que j'imagine qu'en tant qu'infirmière, on t'apprend pas ça. Non. Non, mais c'est ça qui est super intéressant. Enfin, quand on a envie, en fait, après moi je suis toujours partie du principe que quand on a envie, on peut tout apprendre. La tête. Ouais. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est l'envie en fait finalement au départ. Et donc du coup j'ai tout appris. Donc c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Ouais. J'ai appris plein de choses sur le marketing, tout ce qui est communication, sur les calculs de prix, pour la rentabilité, tout l'aspect gestion comptabilité aussi, parce que on vend, on peut, je veux dire, acheter, mais si on vend pas derrière, à un moment donné, on fait plus de bénéfices. Oui. Tout l'aspect, communication, organisation, stature aussi, de savoir dire non, c'est encore difficile, mais des fois de refuser des choses, de temporiser aussi quand tout le monde demande en même temps. De prioriser les choses.
et de s'écouter un minimum quand même sur le temps de travail. Ça, petit à petit, ça vient. Parce que là, tu dirais que tu fais beaucoup d'heures là par semaine? Alors, d'année en année, je diminue. C'est bien. Mais ouais, je me suis vue faire sur des grosses périodes, faire du 70 heures par semaine. Donc ça veut dire tu as ta vie de famille, tu fais manger les filles le soir, ensuite tu retournes travailler c'est ça. Jusqu'à tard. Ouais, des courtes nuits, des journées à la boutique, je rentrais, je mangeais et je retravaillais de à peu près 21h à 1h, 2h du matin. Bon, ça c'est vraiment sur les très grosses périodes, juste avant Noël, pendant Noël, l'été, vraiment des périodes assez courtes, mais d'année en année, là j'apprends aussi à temporiser un peu les choses. Ce qui est difficile quand on travaille de chez soi, c'est, et qu'on est bosseur, qu'on a du mal à se poser des limites, c'est de s'arrêter de travailler. Oui, parce que t'as toujours quelque chose à faire. C'est ça, voilà. Et puis, voilà, notre pièce, elle nous appelle, quoi. On passe devant, on se dit, tiens, je vais juste ranger ça, j'en ai pour 2 minutes, et puis 2 heures après, on y est encore. Ça te dégoûte pas, du travail, de la couture Alors, j'ai des moments où, quand même, en septembre, j'ai un gros... Septembre et janvier, en général, un coup de mou, quand même. Hein. Je suis contente de partir en vacances fin août. Après, septembre, ça se calme pas trop. Par contre, octobre, en général, j'en profite pour vraiment me reposer, moins coudre, prendre plus de temps. Et janvier, c'est pareil, je fais les réassorts de boutique et après j'arrête. Pendant 2-3 ans, même je pouvais même plus ouvrir ma machine. Pendant 2-3 semaines, je me dis oh non, j'ai pas envie. Pas envie, trop fatiguée, trop travaillé avant et du coup un peu perdre de plaisir. Et ça maintenant je le fais plus. Je me dis il faut savoir ralentir justement avant de perdre le plaisir. Et tu arrives à garder le plaisir maintenant ? Ouais. Okay. Du coup, j'arrive à plus me fixer des limites, de mettre des timers, de me dire là, il est minuit, il est temps d'arrêter. Ouais. Non, mais enfin voilà, sur certains soirs, c'est de me dire bah non, là ce soir, oui, il faudrait, parce que je suis en retard sur mon planning, mais en fait là, non, je vais pas le faire parce que là, ce soir, j'ai pas envie, parce que ce soir, je suis fatiguée. Donc maintenant, j'y arrive. Là, pour le coup, c'est l'expérience qui parle. Oui. C'est l'expérience de se dire j'ai pas envie de retourner comme il y a 1 an où j'étais autant crevée à cette période-là parce que j'avais trop travaillé. Donc maintenant c'est plutôt de gérer sur l'année plutôt que d'avoir des gros pics d'activité et puis des gros coups de mou où on n'a plus l'énergie, quoi. Et là, par rapport à tes douleurs de dos, est-ce que ça te reprend d'avoir des douleurs de dos ? Ouais, c'est toujours difficile. Hein. C'est toujours compliqué. Moi, c'est des douleurs neuropathiques, donc c'est vraiment mes nerfs qui sont atteints et abîmés. Donc c'est des nerfs qui envoient des messages douloureux qui n'ont pas lieu d'être. C'est beaucoup de contractures musculaires, donc tout ce qui est le cou, entre les omoplates, les épaules, donc vraiment toute la zone qui travaille beaucoup en couture. Donc oui, c'est une prise en charge à côté, du kiné, du sport, l'ostéo... Voilà, limiter aussi les mouvements, le port de charge. Donc pareil, d'année en année, vraiment j'apprends à adapter, à m'écouter, à me dire bah non, là, justement, là j'ai mal, je vais m'écouter. Le but, c'est pas en fait de s'abîmer, en fait, d'abîmer encore plus mon dos qui est déjà abîmé. Donc voilà, et puis là, depuis le début de cette année, je reçois un protocole en clinique antidouleur. Donc pour vraiment apaiser encore plus les choses et cette année donc d'année en année on va dire c'est de mieux en mieux parce que je prends le temps de prendre soin de moi. Dans ton métier d'infirmière en fait il y a la question du prendre soin de l'autre avec vraiment une part importante tournée en tout cas vers l'autre. Là tu te retrouves à travailler toute seule dans ton atelier, enfin je me dis où est-ce que s'est passée cette envie là de prendre soin parce que c'est quand on fait des métiers dans le soin, c'est quand même quelque chose qui nous tient beaucoup en fait, cette envie d'être là pour l'autre, de l'aider, de le soutenir. Ouais. Qu'est-ce que t'en as fait toi de cette partie-là ? Alors je le remets envers les créateurs. Qu'on a pour le coup à la boutique, plus prendre soin d'eux entre guillemets, prendre soin de leurs produits, savoir les mettre en valeur, c'est plus dans ce sens-là. Après j'accueille des stagiaires de bac pro, j'en ai eu en CAP aussi, parce que la transmission pour moi c'était quelque chose d'hyper important quand j'étais infirmière et j'adorais ça, former autant des élèves que des collègues qui arrivaient dans des nouveaux services. Donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé dans l'accueil de stagiaires, de faire découvrir mon métier. Et dans le prendre soin, ouais, c'est plus envers les créateurs qu'on expose du coup aux Flamands. Voilà, de prendre soin d'eux, de prendre soin de leurs produits, de prendre soin d'eux. Qui trouvent leur place, quoi, au sein de la boutique, qui puissent vendre, voilà, qui puissent développer leur entreprise. Au départ, c'était vraiment d'arriver à les mettre
vraiment en valeur et de pouvoir aussi aider certains qui démarrent, certains qui commencent, qui n'ont pas encore trop confiance en leur entreprise et du coup de pouvoir les épauler, de pouvoir transmettre beaucoup de transmissions aussi avec des collègues créatrices, des temps d'échange, des temps de formation ensemble. C'est des temps qui sont formalisés ou alors vous voyez comme ça Ouais, on se voit comme ça, beaucoup de papotage, on se prévoit des journées boulot ensemble aussi, ça peut motiver parce que tout seul tout le temps, moi ça va, j'ai la boutique à côté, mais il y en a qui vraiment n'ont pas de lieu où ils font des permanences en boutique, donc ils sont tout le temps tout seuls chez eux, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu dur. Un petit peu dur quoi, d'être tout seul chez soi. Et après il y a le travail d'équipe finalement avec Hello à la boutique. Qui est co-gérante. Du coup, donc j'ai gardé cet aspect-là aussi que moi j'adorais, le travail en équipe. Ça peut être aussi pareil, des coups durs où on se dit aujourd'hui j'ai pas le moral et en fait on a personne avec qui discuter. Parce que tous nos amis ils ont un travail salarié et dans la journée en fait ils travaillent. Mais oui, donc t'es décalé. Donc finalement avec d'autres collègues créateurs, pouvoir s'appeler, s'épauler, se guider, se dire tiens moi j'ai tel souci, moi je l'ai vécu. Enfin vraiment de ce partage, vraiment j'ai découvert une autre façon de travailler en équipe. C'est-à-dire d'être à ton compte, mais de pouvoir partager avec d'autres. Oui, parce qu'on pourrait se dire, dans l'entrepreneuriat, finalement, t'as pas mal de rivalité, c'est celui qui va se montrer le plus, peut-être, ou qui va gagner le plus. Et tu parles pas de ça, c'est plutôt du partage. Ouais. Moi, je pars du principe je vois pas de concurrence. Moi, je pars du principe que tout le monde peut s'aider, en fait. Enfin, chacun a sa patte, chacun a son style, chacun va avoir ses clients. Je suis sur l'entraide. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. J'ai jamais fermé les portes à d'autres qui avaient besoin de conseils, même sur ouvrir des boutiques. Donc, c'est pour ça que j'ai repris cette partie-là un petit peu de ce qui me manquait du travail d'équipe, de cet échange-là, de grandir ensemble avec les créateurs avec qui et les créateurs avec qui je collabore en tant que gérante, on va dire. Donc et moi en tant que créatrice avec les créateurs avec qui je peux aussi partager mon expérience personnelle. Il y a les deux. Ok. Et est-ce que tu te dirais là qu'il y a des choses qui te manquent quand même de ce travail d'infirmière que tu faisais ? Oui, alors j'ai quand même mes copines infirmières, donc quand elles me racontent, effectivement, ça me manque un peu, ce côté adrénaline, les grosses journées, c'est assez prenant, on est vraiment dans l'adrénaline, on a vraiment l'impression d'être utile au monde. Et cette impression-là, du coup, des fois, j'avoue que quand mes copines me racontent encore leur journée, alors des fois je me dis, je suis bien chez moi, mais des fois ça me manque. Le fait de se sentir utile ? Ouais, ce côté-là, vraiment du prendre soin des gens, d'être là dans un moment de leur vie où vraiment ils sont pas bien, où ils ont peur pour leur vie tout de suite, ils ont peur pour la suite, qu'est-ce que ça va donner leur vie après un accident cardiaque, les aménagements potentiels de poste aussi qu'ils peuvent avoir besoin, ceux qui sont jeunes se dire quelle est la vie que je vais mener, quand on fait du dépistage familial suite à des morts subites et qu'on voit toute une famille qui est endeuillée et qui a peur peut-être qu'il y a un enfant ou... toute cette partie-là, vraiment de cet accompagnement-là, on va dire un peu plus psychologique, c'était quelque chose que j'aimais énormément. Tout ce qui était aussi éducation à la santé, tout ce qui était toute l'éducation thérapeutique, de revoir des patients qui ont mis en place des choses et de se dire « Waouh, super !» de les revoir après une rééducation cardiaque et de voir que ils vont bien. Tu vois l'évolution. De voir l'évolution et c'est chouette. Ouais. Et toi, tu avais quand même beaucoup le temps de parler avec tes patients quand tu étais infirmière parce que avec la dégradation actuelle du système de santé, c'est vrai qu'on entend beaucoup que les infirmières, elles sont médicaments, soins, et puis après, pour prendre le temps vraiment d'être auprès du patient, de parler, de le soutenir. Malheureusement, ce temps manque. Ah, ce temps, il manque énormément. Et c'était le plus frustrant. Moi, c'est quelque chose qui, d'année en année, devenait de plus en plus compliqué à vivre, de pas avoir le temps de discuter avec les gens qui en avaient besoin. Je retrouvais ce temps-là, du coup, plus en consultation. Est-ce que tu dirais que là, dans ton travail artisanal, ça demande d'être créatif ? Ouais. Ah oui. Dans quoi, par exemple ? Dans tout, parce qu'en fait, il faut déjà savoir tout faire. Et puis après, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, de réfléchir comment l'aborder, comment le réparer. Et puis après, il y a tout le travail d'imagination du produit, qu'est-ce qu'il peut donner après, dans le choix des tissus aussi, quel tissu je vais mettre avec quel
dans l'assortiment des tissus, quel tissu va aller bien sur quel produit. Donc je retrouve tout cet aspect-là qui est super, hein, le choix des tissus, des assortiments, ça peut être la couleur de la fermeture éclair, des choses comme ça. Et est-ce que tu as déjà eu peur de perdre cette créativité et du coup de ne plus avoir le moteur qui fait marcher là ton entreprise? Ouais, les grosses périodes de fatigue. Grosse période de fatigue ou grosse période de douleur où vraiment on se dit à quoi bon, on a vraiment envie de baisser les bras parce que des fois je me dis que c'est trop dur, que c'est trop dur pour une seule personne en fait et puis j'ai aussi l'impression des fois que mes choix c'est mes goûts en fait et du coup est-ce que ça va plaire aux clients ou pas? Ouais. Et c'est un pari? Ouais, c'est un pari. Et comment tu fais toi pour garder ta créativité? Non, je pense que ça vient tout seul, après c'est beaucoup de lâcher prise. Je dirais que c'est pas d'être tout le temps... Moi, ça m'a appris à arrêter d'être tout le temps dans le contrôle. En fait, j'étais tout le temps dans le contrôle de tout. Et là, en fait, c'est de laisser aller les choses. Laisser aller la première intuition, finalement. Des fois, quand on sait pas, on se dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets ça, ça, ça ?» Non, en fait, hop, première idée, c'est la bonne. De beaucoup laisser aller ses pensées, garder toujours un aspect un peu, tu vois, un peu rêveur, quoi. De s'arrêter sur une jolie fleur, de se dire « Tiens, aujourd'hui, il fait beau. » En fait, de ralentir pour voir le monde. Et t'arrives à faire ça avec toutes les casquettes? Ouais. Pareil, l'expérience fait que de plus en plus j'y arrive. À me dire, tiens, il y a un joli coucher de soleil, c'est super beau, enfin l'accord de couleurs, c'est beau, enfin juste des fois de s'arrêter à ça en fait. Et hop, après on est reparti et on est refocus. Mais Alors c'est l'expérience ou c'est le fait de vieillir aussi? ouais, les deux peut-être. Les deux, et puis j'ai des enfants qui sont très... surtout ma petite, elle est très sensible à ça. Donc facilement, tu vois, elle va mapper sur des choses comme ça. Et alors aujourd'hui, une journée typique avec toi, c'est comment? Alors si je suis à mon atelier, en général, le matin, je prépare, si c'est pas déjà prêt de la veille, mais je prépare ma petite checklist de à peu près tout ce que je dois faire dans la journée. Et après, j'essaye de varier, alors pour que physiquement, ça tienne le coup, je travaille pas trop en série. L'idéal, quand on veut vraiment être efficace, c'est de travailler en série. Donc de faire une journée de découpe, une journée de ci, une journée de ça. Moi, j'y arrive pas. Je m'ennuie, j'ai mal, ça me dégoûte. Enfin, voilà. Donc, du coup, moi, je fais un peu au feeling. Le matin, je me lève, tiens, mon humeur du jour, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc, je me fais ma petite checklist de qu'est-ce que je dois faire dans la journée, quelles sont les priorités aussi en fonction des boutiques, en fonction des produits qu'il faut que je retravaille. Et puis après, temps vraiment plutôt off, on va dire, récupérer les enfants à l'école, prendre un peu de temps. Et puis après, le repas du soir, soit je retravaille, soit ces soirées off. Et là, tu dirais que l'équilibre est trouvé pour toi entre le pro et le perso? Ça manque encore un peu. Je suis encore trop pro. Il y a des reproches de la part de tes filles ou de ton mari? Ouais, encore. C'est mieux. Ils disent que je m'améliore, mais il faudra encore un peu plus. Ouais. Donc ils te demandent de passer plus de temps avec eux, ouais, c'est ça? Ouais. Que j'arrive un peu plus à respecter des horaires. Sur des grosses périodes, c'est les mauvaises habitudes qui reviennent en fait, tu vois, les trucs qui sont pas ancrés, de se replonger dans le travail et de ne plus voir le temps. Et puis en fait, quand on est passionné, on voit pas le temps passer. Oui. Il y a ça aussi. Moi, je travaille très très bien la nuit et j'adore travailler la nuit. Donc c'est très très dur de s'arrêter quand il est minuit, mais qu'on est encore à fond quoi. Et c'est dur de se dire non, il est minuit, maintenant t'arrêtes. Et on est dans l'euphorie de la précipitation, de il faut, et en fait on oublie sa propre santé, on oublie son propre corps. Et c'est là que ça devient dangereux en fait, parce que c'est là où on s'écoute plus, puis il y a un petit rappel, 2 petits rappels du corps, hop, un petit 3e, et après votre corps il vous dit stop, et là moi je sais ce que c'est un corps qui dit stop. Du coup c'est là où moi premier appel je me dis hop là, allez, hop, il est temps de ralentir. Donc la limite pour toi elle est encore physique, il n'y a pas d'autre chose qui te limite? Non, c'est vraiment plus physiquement. Et après, si, forcément, le temps qu'on veut passer avec ses proches. Mais sinon, il n'y a pas de lassitude, on va dire, psychologique ou... je sais pas comment on pourrait le dire, mais il n'y a pas de lassitude de mon entreprise qui me ferait, en fait, ralentir. C'est vraiment plus l'envie d'avoir une vie de famille, l'envie d'avoir des relations amicales et surtout mon corps qui me régule, en fait. Avec le recul, là, est-ce que tu dirais que ce moment où... tu as fait ta déchirure, où tu as dû t'arrêter là. Est-ce que tu dirais que c'est un moment qui vraiment a changé ta vie? Vraiment, tu as pris une autre direction? Ou pas forcément, tu allais déjà vers cette direction un petit peu, puisque tu as dit que au niveau de la couture, c'est quelque chose que tu cultivais déjà un petit peu pendant que tu étais infirmière. Ouais, j'y allais, je l'envisageais, mais je sais pas si j'aurais sauté le pas. En fait, sur les 2 dernières années vraiment où ça commençait à être difficile physiquement,
je me disais pourquoi pas ouvrir mon entreprise, mais vraiment faire ça comme un passe-temps. Et si jamais un jour, peut-être que ça marche, peut-être que j'arriverai à diminuer mon temps infirmier. C'était vraiment, c'était très hypothétique. Et puis je me disais à ce moment-là, et puis financièrement, comment je vais faire ? J'étais beaucoup dans la... Je mentalisais beaucoup la chose. Je me disais vraiment que c'était pas possible, que... Et finalement, la déchirure a fait que j'étais mise devant le fait accompli. Et c'était soit je prenais un arrêt long et je prenais le temps de me remettre, et peut-être j'avais envie de reprendre infirmière, et en même temps j'étais dégoûtée, parce que c'était ce métier-là qui m'avait brisée. Tu vois, il y avait cette notion-là aussi, en fait, c'est que du coup j'avais tout donné pour mon métier, jusqu'au point où mon dos a lâché alors que j'avais eu des alertes que j'avais pas écoutées. Et du coup, au tout début, je me disais non, infirmière, c'est plus pour moi. Ça m'a fait trop mal. En fait, j'ai tout donné à ce métier jusqu'à y laisser ma santé. Avec un côté un peu d'injustice, je veux dire un sentiment d'injustice de j'ai tout donné et puis j'ai pas vraiment été reconnue par rapport à tout ce que... Non, c'était pas dans l'injustice, c'était plus de moi, de me dire j'ai eu des alertes, jusqu'au bout j'ai pas écouté les alertes et jusqu'au moment où mon dos il a fait clac et puis ça a été fini. Et là, en gros, t'as plus que tes yeux pour pleurer parce que ta carrière elle est finie et en fait, ouais, je m'en voulais, j'ai beaucoup culpabilisé pendant longtemps. Et finalement, c'est mes copines infirmières et mes amis et ma famille qui m'ont dit « Mais tu pouvais pas le savoir que vraiment t'allais aller jusqu'à la déchirure. Et en même temps, même si est-ce que t'aurais pu faire autrement ?» Parce que à ce moment-là, j'étais tellement bornée dans de l'action, toujours faire, toujours plus, qu'en fait, de toute façon, maintenant, avec le recul que j'ai, je me dis que de toute manière, ça ne pouvait pas se passer autrement. D'accord. Donc en fait, le chemin était tracé. En fait. J'aurais fini comme ça. Si t'avais pas été là, ça aurait été plus tard que je me serais blessée plus tard parce que j'aurais continué à être tout le temps dans il faut que, toujours plus, toujours être à la hauteur. J'étais trop dans le besoin d'être parfait, tu vois. Donc c'est comme si il fallait vraiment un arrêt physique pour que tu puisses envisager autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour vraiment pouvoir se dire, la porte est ouverte, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Te permettre. Ouais, c'est ça, te permettre et qui tu veux être finalement, parce que la porte elle était aussi ouverte à justement ne plus être soumis au regard des autres, donc de tes collègues, sur le fait que je me sentais pas à la hauteur physiquement. Donc là, il y a plus de comparaison avec personne, de se dire moi je suis pas capable de soulever un patient comme ça alors qu'elle est capable. Enfin tu vois, toute cette notion là de un peu de comparaison que tu peux avoir quand t'as un handicap entre guillemets, du coup t'as toujours cette comparaison en fait aux autres. Et là j'avais plus de comparaison. Alors c'est le grand vide parce que du coup t'as plus de comparaison, t'as plus de cas, t'as plus rien. Mais t'apprends aussi à te reconstruire, parce que du coup tu repars, tu fais table rase du passé et tu repars à zéro. Mais tu repars à zéro en te disant mais moi je suis qui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qui j'ai envie d'être ? Et en fait tu peux être qui tu veux et tu peux faire ce que tu veux. Alors tu te retrouves un peu enfant. Il y a trop de possibles. Il y a trop de possibilités. Alors après, il faut canaliser les choses, il faut être entouré. Oui, parce que pour sauter le pas, il faut pouvoir avoir suffisamment de courage, suffisamment d'entourage qui te soutient. Et puis des fois, ça suffit pas, parce que toi, tout le courage que tu avais, là, tu le mettais dans le travail, être encore plus disponible pour les patients, faire encore plus de choses. Mais finalement, tu pouvais pas faire les deux. Ouais, c'est ça. Puis au début, ça a été à nouveau dans l'extrême. C'est-à-dire il faut. Et après, avec le temps, en voyant que mon entreprise commençait à fonctionner, ça a été avec plus de douceur de se dire, tu vois, maintenant ça c'est fait, ça c'est acquis, ça c'est bon. Et le cadre s'est reposé à nouveau. Je me suis recréé mon petit cadre de mon entreprise, de comment j'ai envie de la gérer, qui j'ai envie d'être. Finalement, le retour que j'ai de mes amis, c'est on t'a jamais vu aussi épanoui. Et tu as changé, c'est beaucoup ce qu'on me dit. Tu as beaucoup changé. Sur quoi ? Sur la confiance en moi. On me dit, tu as beaucoup plus confiance en toi, tu t'oses plus dire qui tu es, t'oses beaucoup plus t'affirmer par rapport à avant. Chose que... Ouais, avant, t'étais cachée derrière ta fonction. Ouais, derrière ma fonction, derrière la peur de mal faire, la peur de dire quelque chose qui blesse quelqu'un, toujours dans l'excès de vouloir bien faire. Et en fait, une fois que tous ces leviers étaient partis, et que tu te dis, il reste plus que toi, vraiment toi,
en fait, tu peux vraiment devenir qui tu étais, mais que tu t'empêchais d'être. Il y avait une Floriane à l'intérieur, mais qui n'était pas visible de l'extérieur encore. Ouais, et tout le travail, ça a été d'aller la rechercher, de voir qui elle était, comment elle pouvait s'exprimer, de la sécuriser pour qu'elle puisse sortir. Ouais. Beaucoup sécuriser, ouais. Parce qu'au début, comme je te disais, c'était l'inconnu de se dire, en fait, parce qu'on en revient à qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, et on se rend compte, à ce moment-là, je me suis rendu compte dans la vie, on est extrêmement défini par son statut professionnel. Parce que t'avais quel âge à ce moment-là ? Quand je suis été arrêtée, 32 ans. 32. Ouais. Mais j'avais l'impression d'avoir déjà bien vécu. Parce que... 80 en ressenti. Ouais, en fait, ma vie, elle était toute tracée. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai voulu devenir infirmière quand j'avais 5-6 ans. Ah oui. Et je voulais m'occuper des gens. Alors, vraiment, encore pour la petite histoire, je suis née avec une malformation des pieds. Donc j'ai été opérée des pieds quand j'avais 9 mois, une deuxième opération à 3 ans, une troisième à 5 ans. Donc l'hôpital, je connaissais très bien en tant que patiente. Et je me souviens encore, petite fille, dire moi plus tard je deviendrai infirmière. Après, quand on a vécu en Afrique, je voulais devenir scientifique pour créer un vaccin contre le sida. Mais voilà, après j'ai été opérée du dos quand j'avais 15 ans, carrière scientifique ça me paraissait trop difficile. Et je suis allée 3 mois en centre de rééducation, donc à nouveau en tant que patiente, à nouveau après centre antidouleur, donc à nouveau en tant que patiente. Et je voyais comment étaient les infirmières et je me disais, plus tard vraiment, c'est ça que je veux faire, prendre soin des gens. Et du coup, voilà, j'ai eu mon bac, je suis partie à l'école d'infirmière, je suis partie vraiment de chez moi pour aller à l'école d'infirmière. Et à la fin de l'école, je me suis installée avec mon mari. Et donc voilà, ma vie était partie, ma vie était lancée, donc je me suis jamais posé de questions. Infirmière, maman, femme, quittait, la route est tracée, hop, on la suit, voilà. Et c'est vrai que cet arrêt-là, d'avoir des enfants déjà, ça m'avait mis un petit coup de se dire qui j'ai envie d'être pour mes enfants. Oui. Et ensuite, de perdre ce statut professionnel, ça a été, mais qui je suis moi, qui je suis professionnellement. Et beaucoup de remises en question, de se dire, finalement, tu t'écoutes pas, tu vas trop loin, tu travailles trop, enfin... Et tu dirais que tu es qui, alors, aujourd'hui, toi ? Je crois que ça... J'ai pas encore la réponse. C'est en cours. Non, mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Mais sur le bon côté du gentil. Prévenant. Ouais, prévenant, tu vois. Je pense que je suis quelqu'un d'assez attentionné. Je pense que je suis quelqu'un de sympathique. J'ai envie d'aider les gens autour de moi. J'ai vraiment envie de vivre dans un monde de bisounours. Ouais, je le dirais comme ça. Moi, j'ai pas... Tu vois, depuis le Covid, je regarde plus les infos. Tout ça, ça m'angoisse. J'ai vraiment envie d'être dans une vie plus légère, plus de sérénité, d'être moins angoissée. Tu filtres beaucoup ? Ouais, je filtre énormément. Et c'est mieux depuis que tu filtres ? Ouais, je suis beaucoup moins angoissée par la vie, quoi. J'étais confrontée à la vie tous les jours, enfin en tant qu'infirmière. La vie peut s'arrêter tout le temps, à n'importe quel âge, pour n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment ça aussi. Donc, c'est des questions existentielles. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai envie d'être de plus de douceur, de me dire que finalement, alors oui, mon métier, il n'est pas indispensable à la vie des gens, mais il apporte un peu de douceur dans son existence et je trouve que c'est important. C'est hyper important. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment donné que ton entreprise ne marche pas ? Bah oui, tout le temps. Hein. Enfin, ça, c'est un doute qui reste tout le temps. Même aujourd'hui ? Ouais. Bah ouais, mais je me dis, un jour, ça va peut-être s'arrêter. Enfin, c'est bête, hein, mais je me dis peut-être que les gens, ils aimeront plus ce que je fais. Peut-être qu'un jour, ça marchera plus. Donc, c'est toujours le stress. C'est ça aussi d'avoir son entreprise. Hein. C'est le stress tous les mois. On repart à zéro. Hein. On repart à zéro, il faut refaire à nouveau du chiffre. Si on fait pas de chiffre, on n'a pas de salaire. Enfin, c'est toute cette notion-là qui est un peu plus masquée, hein, dont on parle moins. C'est le côté moins glamour, quoi, d'avoir son entreprise. Hein, mais c'est un côté qui existe aussi. Il faut bien manger. C'est un business aussi. Et ça, au début, c'est un sujet très tabou, l'argent. Le fait de gagner de l'argent de ses créations, que ce soit vraiment un métier, que ce soit pas juste du passe-temps. C'est tabou pour toi, tu veux dire ou... C'est tabou dans la société. C'est-à-dire ? Je trouve que, par exemple, même en marché encore aujourd'hui, j'ai des clients qui passent et qui me disent « Ah, c'est très joli ce que vous faites », je les connais pas du tout, et qui me disent « Mais vous arrivez à en vivre ?» Et je trouve que c'est une question hyper déplacée. Alors des fois, je réponds avec humour en leur disant que j'espère que eux gagnent bien leur vie. Des fois, je réponds que qu'est-ce qu'ils entendent
hyper philosophique. Et qu'est-ce que vous entendez par gagner votre vie? Parce que finalement, on a plein de réponses. Il y en a qui vont dire que c'est l'argent, il y en a qui vont dire que c'est d'être bien dans sa vie. Enfin, il n'y a pas de réponse toute tracée. Mais je trouve ça super déplacé et ça sous-entend que, effectivement, d'être créateur, c'est pas un métier. Oui, c'est du loisir, quoi. C'est du loisir. Parce qu'on ne demanderait pas ça à un médecin, on ne demanderait pas ça à une infirmière. Oui, ça sous-entend que c'est pas vraiment un métier. Et ça n'aide pas. Ça n'aide pas à se placer en tant que vraiment professionnel, de se dire oui, c'est mon métier. Parce que la réalité qu'on a en face, c'est non, c'est pas un métier, c'est juste un passe-temps. Donc c'est pas facile. Oui, puis j'imagine que tu as aussi des clients qui passent sur les stands et qui disent « Ah bah c'est trop cher, oh là là, je pourrais faire la même chose. » C'est trop cher, d'autres qui disent bah tiens, prends l'idée et puis je te fais la même chose, ou la voisine de truc bidule, elle te fera ça, elle te fera pas payer. Puis en général, ils se rendent compte que c'est quand même plus compliqué de refaire la même chose. C'est ça. J'ai des clients qui sont revenus me voir après en me disant « j'ai essayé et j'ai pas réussi. » Ah, c'est pas un métier. Mais c'est là où aussi on apprend à avoir une certaine stature finalement, tu vois. On apprend à prendre... Au début, je le prenais super mal et je savais pas quoi répondre. Et puis finalement, maintenant, je le prends sur le ton de l'humour. Je me dis simplement que c'est pas la portée de tous. Effectivement, on le fait main, et moi la première. Mais c'est pas pour autant qu'il faut aller dénigrer les autres. Et que souvent, ceux qui dénigrent, c'est ceux qui n'osent pas. Qui n'osent pas changer de vie, qui n'osent pas changer de métier parce qu'ils ont peur en fait. Et du coup, c'est plus facile de critiquer ceux qui ont osé que de se regarder en face. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu dirais que maintenant, le deuil de ton activité d'infirmière, de cette fonction, est-ce que tu dirais que ça, c'est cicatrisé, ou alors c'est toujours quelque chose qui vient te titiller parfois? Ça vient me titiller. Ouais, ça me titille encore. Ça me titille encore, mais pas dans le sens... je m'en veux plus, en fait, d'être allée trop loin. C'est plus de la nostalgie. Tu te dis, bah tiens, demain, je pourrais peut-être refaire ce travail-là. Ouais, des fois, je me dis, oh, je me reverrais bien. Mais là, je suis à l'inverse, d'avoir la peur de reprendre, la peur de pas y arriver. Enfin, je suis passée totalement dans la peur inverse. Qui est normal. Et finalement, en fait, non, je suis bien dans ma vie. Je dis pas que peut-être plus tard, j'aurai envie. Je sais que c'est possible. Oui, tu laisses la porte ouverte. Ouais, et puis en fait, même si un jour j'en ai marre de mon entreprise et que ça devient trop difficile ou que c'est moins passionnant, je sais que j'ai les capacités de rebondir et de faire encore autre chose si j'en ai envie. Parce que tu l'as déjà fait. Parce que je l'ai déjà fait et parce que j'ai appris plein de choses. Donc en fait, j'ai développé plein de compétences. Donc maintenant, la porte, elle est ouverte à faire tout ce que je veux. Oui, c'est-à-dire que tu pourrais réutiliser les compétences que tu as apprises là dans un autre domaine. C'est ça, ouais. Et ça t'arrive de rêver à autre chose? Non, vraiment, c'est plus l'envie de développer mes entreprises. C'est plus ces rêves-là. De me dire que j'aimerais bien que la boutique, elle fonctionne mieux, que on puisse avoir peut-être, je sais pas, une deuxième boutique, ou que mon entreprise personnelle, elle fonctionne tellement bien que je puisse avoir un salarié, par exemple, parce que c'est vrai que c'est super sympa de travailler à deux. Quand j'ai des élèves, je trouve ça super d'être à deux. Donc c'est plus des envies de développement de mes entreprises plutôt que d'avoir envie de faire toute autre chose. Et quand tu parles de développement, tu te fixes des objectifs ou pas? Je me fixe des objectifs sur l'année. De faire plus que l'année d'avant. En termes de CA? En termes de CA, ouais. Tout en étant moins stressée et d'avoir une meilleure qualité de vie familiale. Oh là là, la pression! Tu vois, tu montes d'un côté, tu descends de l'autre. Voilà. Et pour l'instant, j'y arrive. Ok. Et si par exemple, t'as pas d'augmentation de chiffre d'affaires mais que tu te stabilises, ce sera un échec ou pas? Non. Le minimum, c'est au moins de faire aussi bien. Ok. Mais sur l'année, il faut voir sur l'année. Mais oui, parce que toi, t'as une activité qui peut être saisonnière. De toute façon, quand on a une entreprise, on regarde jamais sur le mois. Enfin, on peut comparer d'un mois à l'année d'avant, mais ce qu'il faut voir, c'est sur une année complète. Ça me paraît pas mal. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu aimerais aborder ou qu'on n'aurait pas abordées qui te sembleraient vraiment intéressantes à partager? Sur ton parcours, ce que tu as traversé, les émotions qui t'ont submergé, comment tu as fait pour les traiter. Ouais, après on peut vraiment insister sur le fait... Enfin, moi je trouve que c'est super important d'être entouré, de savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc là tu parles pas seulement de l'entourage familial, l'entourage amical aussi. L'entourage amical, l'entourage familial, l'entourage même professionnel. Tu vois, quand justement quand t'as des créatrices qui fonctionnent en mode hyper solo non, moi je parle pas à la concurrence... peut-être qu'elles le vivent très bien, hein, mais moi je le vivrais très très mal. Tu vois, c'est un isolement. D'être isolée en fait comme ça. Après, il y en a, c'est vraiment leur choix.
Ouais, moi je trouve que c'est super important, tu vois, de partager. De partager, de s'entourer, d'avoir du soutien et de ton conjoint déjà. Moi, quand je vois des fois des témoignages de créatrices qui disent que leurs conjoints ne savent même pas ce qu'elles font et que tout ce qu'ils voient c'est à la fin du mois, là t'as pas apporté tant de revenus, donc en fait tu vas te trouver un boulot. Je me dis c'est super dur de pas... Le boulot en soi est déjà dur, c'est déjà du dépassement de soi. Si en plus t'as pas de soutien familial... moi, je les trouve super courageuses parce que, à l'inverse, je me dis que moi, j'ai eu de la chance sur ça d'être. Oui, ça aurait été un facteur limitant pour toi, ouais. quoi. Ah ouais, vraiment. Vraiment, et même vis-à-vis du regard de mes parents, au début, c'était dur. Ouais, c'était vraiment dur. La peur de les décevoir, de me dire que, ouais, je faisais pas ce qu'ils voulaient, et en fait, en même temps, et c'est là où, du coup, la thérapie, elle est super importante parce que c'est d'arriver à se détacher, en fait, du regard des autres, mais du regard aussi de ses parents, de sa famille, pour en fait vivre pour soi. Donc on en revient à qui je suis et qui je veux être. Mais ça, c'est super important. Et ça du coup, moi, je l'ai fait en thérapie. En thérapie, et puis après, c'est en parlant beaucoup, et aux amis, et à la famille, avec des réseaux de créateurs aussi, de savoir un peu le parcours des autres, échanger avec des gens qui sont déjà passés par là. Ouais, parce que pour le coup, quand on devient entrepreneur, les amis, ceux qui sont pas entrepreneurs ne peuvent pas comprendre ce que c'est la vie d'entrepreneur. En termes, tu veux dire de cadre de travail, en termes de compétences, en termes de... Vraiment de tout. En fait, mais je m'en suis rendu compte aussi, c'est quand on est salarié, on n'a que son travail à faire et c'est tout. Quand on est responsable d'équipe, on a la responsabilité d'une équipe. Quand on est chef d'entreprise, on a la responsabilité de tout ça. De soi, du budget, de la communication, enfin, on doit tout faire. Et en fait, l'entourage, ceux qui sont salariés, ils peuvent pas comprendre toute cette facette-là, mais qu'on connaissait pas, que je connaissais pas moi non plus avant de faire tout ça. Et du coup, ça peut être, tu vois, ils peuvent ne pas comprendre que tu travailles autant. Ils peuvent dire, mais ça sert à rien. Ou tu travailles beaucoup, alors qu'à l'inverse, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu serais pas mieux à être salarié? Est-ce que c'est pas plus facile? Enfin, tu vois, ce genre à nouveau de questionnement et de regard. Et ça, c'est des questions qui sont plus faciles à aborder avec d'autres entrepreneurs, Bien sûr. Dans mon cas, d'autres créateurs. Quand on a un coup de mou sur un chiffre d'affaires ou sur une période qui est difficile ou où on a un questionnement sur un développement, des choses comme ça, en fait ça c'est des questions qu'on va pouvoir aborder qu'avec des gens qui sont du métier, parce que c'est pas nos amis qui vont nous dire bah oui tiens pour ça il faudrait mettre tel prix, ou tiens tu pourrais faire comme ci parce que tu gagnerais du temps de travail. Ça ils peuvent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils ont pas les connaissances pour... Ils peuvent être là en soutien et dire oui je te soutiens et je suis là, mais concrètement de donner des conseils concrets, ils pourront pas. Et c'est là que c'est super important de s'entourer de personnes qui ont la même activité que toi pour pouvoir s'épauler dans ces moments-là où c'est difficile. Et toi, tu les as trouvés facilement, ces gens-là, pour t'entourer? Oui, je trouve finalement facilement parce que et en faisant des marchés et au sein de la boutique, au sein aussi d'une association dont je faisais partie, où du coup on a pu se découvrir avec d'autres créateurs et puis garder des liens comme ça. Mais oui, pour moi c'est super important, mais après c'est peut-être parce qu'avant j'avais vraiment cette notion du travail en équipe, qui pour moi, une équipe c'est super important, c'est porteur et ça te porte vraiment vers le haut. Et tu savais ce que ça pouvait t'apporter. Ça pouvait m'apporter. Donc peut-être que moi c'est quelque chose qui était important pour moi, mais c'est peut-être pas important autant pour tout le monde non plus. En tout cas, tu savais ce dont tu avais besoin et où il fallait le rechercher et comment il fallait le rechercher. Tu savais que ce serait par les autres que tu trouverais des réponses. Oui, ouais, parce que tout seul on peut apprendre plein de choses, mais si on n'a personne avec qui le partager, je trouve ça un peu triste. Enfin, bien sûr. Moi je fonctionne comme ça, mais voilà. Ok. On arrive à la fin de cette interview. Une dernière question pour finir. Quel conseil ou quel coup de pouce donnerait la Flo d'aujourd'hui qui a traversé toutes ces épreuves à la jeune Floriane qui débute sa vie d'adulte? Je dirais que ça va aller. Que vraiment il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Et ça va aller. Faut s'accrocher ? Faut s'accrocher, mais il faut aussi lâcher prise. Faut pas se concentrer sur des futilités, en fait. Faut vraiment laisser aller les choses qui n'ont pas de raison d'être, laisser couler, ne pas tout écouter et vraiment savoir qui on est. Merci. Merci. Ce que je retiens, c'est l'importance des injonctions de l'enfance et comment elles ont marqué Floriane et ont été intériorisées, puis retravailler pour en garder une bonne partie, une partie acceptable et qui l'aide à grandir.
Floriane cite le « il faut que », le « toujours plus », la pression de la perspective des échecs, le perfectionnisme. Tout ça a certes mené à un dépassement de soi, mais au-delà des limites. Le corps a lâché, et finalement, c'est d'avoir touché cette limite physique qui a permis à Floriane de se réinventer. Je dirais même de se permettre de se réinventer, en dehors des injonctions familiales et du regard des autres. Le fait de ne pas avoir eu le choix l'a obligée à avancer et à tester son idée d'être créatrice. Le nom de son entreprise, la Rêverie de Flo, est vraiment bien trouvé. Il décrit parfaitement comment ce qu'elle projetait d'un avenir fantasmé est devenu réalité. Mais au-delà des paillettes, je retiens aussi la force de travail de Floriane, son courage à se lancer, sa capacité à apprendre de nouvelles compétences et bien sûr son aptitude à affronter des émotions parfois violentes, à les traverser, en construisant sur les questions qu'elle soulève de nouvelles perspectives. Un grand merci à Floriane qui a partagé sans filtre les bons comme les mauvais moments dans cet entretien. Vous pouvez retrouver Floriane sur Instagram à La Rêverie de Flo. Je mettrai bien sûr tous les liens de son site et de la boutique en note de l'épisode. D'ailleurs, vous pouvez lui dire ce que vous avez pensé de son témoignage en lui envoyant un petit message, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous lire. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser une note étoilée. Cela m'aide à augmenter la visibilité du podcast et me motive à poursuivre la création de nouveaux épisodes. Je vous dis à très bientôt!